L'ACREA vous présente le magazine des communes, Comme nous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Comme nous entièrement dédié à Saninopolis, un nouvel équipement de l'ACREA entièrement dédié à l'économie numérique. Au programme historique du site, visite guidée et découverte des entreprises, suivez-moi. La filature La Foudre a été construite en 1846. À l'époque, c'est une filature de lin. On traite le lin et le chanvre, ce qui est relativement original dans l'agglomération rouennaise, qui est plutôt spécialisée dans le traitement du coton. Donc à l'époque, quand le bâtiment est construit, c'est un bâtiment qui est révolutionnaire, déjà par sa taille, très importante. Et le bâtiment est construit par un architecte d'origine britannique qui conçoit un bâtiment fireproof, c'est-à-dire qui résiste aux incendies. Il n'y a dans le bâtiment aucun élément en bois, ce qui est révolutionnaire à l'époque. Le bâtiment va changer plusieurs fois de main jusqu'en 1859. À l'époque, il est repris par Pouillet-Cartier, un des plus gros industriels de la région, qui lui est spécialisé dans le traitement du coton. Donc l'usine va changer de vocation, on va y filer le coton et à partir de 1883, on va tisser le fil pour en faire du tissu de coton. L'usine textile va fonctionner jusqu'au début des années 30, crise économique, il y a beaucoup d'établissements textiles qui ferment en France et dans la région rouennaise. La Foudre va pas mieux résister, ferme et on ne trouve aucun repreneur pour un bâtiment aussi vaste. Et finalement, il n'y a que l'armée qui se porte acquéreur du bâtiment et le bâtiment donc va changer de main en 1938 pour devenir la caserne Talandier. Après 1945, finalement, on ne sait pas trop quoi faire du bâtiment. Il y a la ville qui sollicite la préfecture pour éventuellement y loger des réfugiés, des sans-abri. Mais finalement, l'armée ne souhaite pas se débarrasser de son bâtiment, même si elle ne l'utilise pas à 100%. En fait, l'histoire militaire du bâtiment va réellement démarrer en 1976, quand l'armée installe ici un régiment d'entretien du matériel militaire. Jusqu'en 1999, avec la loi de réorganisation de l'armée française, l'armée n'a pas souhaité conserver ce site qui était surdimensionné par rapport à ses besoins. Donc à ce moment-là, l'armée française va proposer aux collectivités locales de racheter le bâtiment. C'est comme ça que le bâtiment va être récupéré par l'actuelle CREA. En 2003, le bâtiment va être inscrit à l'inventaire des monuments historiques, ce qui dénote l'intérêt patrimonial pour ce bâtiment, qui est un des plus beaux symboles du patrimoine industriel français. La CREA a souhaité dédier ce bâtiment aux nouvelles technologies. Il a fallu conserver les planchers, les poteaux en fonte, donc tout ça a dû être conservé. Et ma foi, quand on voit le bâtiment, on peut quand même être fier de ce qui a été fait, c'est du beau travail. En fait, on a concilié donc un bâtiment qui a plus de 150 ans avec ce qui se fait de plus récent dans la technologie. On est passé, on va dire, d'une cité fermée, d'une cité interdite à une ville ouverte. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Verbard. Bonjour Alexandre. Bonjour Félix. Alors vous êtes le directeur du réseau des pépinières et hôtels d'entreprise de la CREA. Oui. Et nous sommes juste en face d'une nouvelle structure qui s'appelle Saninopolis. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la nouvelle Silicon Valley normande ? On voudrait que ça soit la Silicon Valley normande, puisque c'est l'ambition bien sûr de la CREA, mais aussi des entreprises, du numérique, du territoire. Donc effectivement, si on a 80 entreprises rapidement, on pourra dire qu'on est la Silicon Valley normande. Donc ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans le TIC, c'est ça, c'est les technologies d'information et de la communication. Globalement, quel type de sociétés sont installées là et ont vocation à s'installer ici ? Alors installées, on en a 34 déjà.
On a des entreprises qui font du référencement par exemple, d'autres qui font des applications, des entreprises qui sont dans la communication digitale, des entreprises qui vont être dans l'e-commerce, le web marketing. Donc c'est assez varié avec quand même une spécialité dans les métiers du web. Mais l'idée, c'est vraiment que toutes les entreprises de la filière numérique puissent s'y retrouver. Avec des entreprises de toute taille, petites et grandes, qui travaillent ensemble et qui créent en fait une richesse collective. Donc c'est une structure extrêmement moderne. Quels avantages pour les sociétés qui s'installent ici? Qu'est-ce que vous mettez à leur disposition? Je pense que le principal avantage, c'est le fait que c'est un lieu qui est conçu pour une vie commune. Vous avez dans ce lieu une cantine numérique qui va voir le jour. C'est un lieu vraiment où il peut y avoir des animations, mais où aussi les travailleurs indépendants, par exemple les web designers ou les personnes qui font du dessin assisté par ordinateur, peuvent venir se brancher directement et travailler, prendre un poste de travail. Donc là, vous avez une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de postes de travail où les gens peuvent venir. Mais l'esprit de la cantine, c'est autre chose, c'est pas uniquement un lieu. C'est avant tout un projet en révolution permanente. C'est un label qui en fait garantit la qualité des animations qui sont mises à disposition. Vous avez une cafétéria collective, un accueil collectif, il y a des salles de réunion collectives. Donc il y a déjà cet esprit un peu de communauté. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est les services. C'est vrai qu'avoir un accueil commun, du courrier commun, une salle de visioconférence, une salle de serveurs communs, c'est quand même très utile pour les entreprises du numérique. Normalement, elles sont censées pouvoir arriver ici avec toutes les fonctions support nécessaires à leur activité. Et comment fait-on pour être accepté comme société pour s'installer ici? Il y a des dossiers à fournir? Tout dépend où on s'installe dans le bâtiment, parce qu'on est sur un bâtiment qui est assez complexe, qui est grand, 10 000 m². Et dedans, on a prévu d'intégrer une pépinière d'entreprise, qui là est clairement dédiée aux entreprises en création. Et pour rentrer en pépinière d'entreprise, il faut passer devant un comité d'agrément qui examine en fait la candidature de l'entreprise. L'idée, c'est de savoir est-ce que cette entreprise a besoin d'un accompagnement en pépinière. Saninopolis, en chiffres, ça donne quoi? Le coût de la structure, les mètres carrés, enfin dites-nous tout. Alors, le coût de la structure est de 30 millions d'euros. Donc c'est un bel investissement public auquel, et ça il ne faut pas l'oublier, la Créa effectivement est le premier financeur. Mais n'oublions pas qu'il y a également la région qui a fortement soutenu, le département, l'État, les fonds européens, le PFN. Donc c'est vraiment une œuvre collective et je pense qu'un projet de cette ambition-là et de cette taille-là n'aurait pas pu se réaliser sans justement cette mobilisation de l'ensemble des acteurs. Le deuxième élément, c'est la superficie. On est sur 10 000 m², sur les 10 000 m², on a à peu près 6 800 m² à disposition des entreprises qui vont de plateaux de 440 m² jusqu'à des petits bureaux de 16 m². Nous sommes en compagnie d'Arnaud Muller. Bonjour Arnaud. Bonjour Félix. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Avec plaisir. Arnaud, vous êtes le pionnier, vous êtes le premier à s'être installé ici dans cette pépinière d'entreprise avec votre société Creative Data. Tout à fait. Depuis quand vous êtes ici et pourquoi êtes-vous venu ici? Eh bien, Creative Data est installé au sein de Saninopolis depuis le lundi 2 septembre. Donc officiellement la rentrée pour les créateurs d'entreprises. Et pourquoi nous sommes installés au sein de Saninopolis? Parce qu'on est convaincus que c'est l'endroit où il faut être quand on travaille dans l'informatique et qu'on souhaite innover. Voilà, dans ce que la Créa appelle les TIC, donc technologie de l'information et la communication. Présente-nous le concept de ta société. La société Creative Data est une société qui vient traiter en fait l'immense quantité d'informations que recèlent les systèmes d'information des entreprises. Autrement dit, on a des données qui circulent un peu partout dans les entreprises et qu'on n'arrive pas à approcher, à exploiter simplement. Notre métier, c'est de faire ce travail un petit peu d'explorateur pour rapprocher en fait tout ça d'un entrepôt correctement organisé
qui va permettre ensuite de répondre à des questions business, métier, comme quelle sera ma marge dans 3 mois en fonction de ces encours, en fonction de tel et tel paramètre, quelles sont les décisions que je dois prendre qui vont servir, donc c'est une sorte de bienveillance de l'entreprise. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que toi tu vends pas un logiciel qui ferait ça tout seul, tu vends un cerveau qui est capable de faire ça. Ouais, exactement. Nous, notre métier, c'est d'avoir un cerveau qui comprend ce que c'est que le métier de l'entreprise et ce qu'elle veut faire de ses données. Et une fois qu'on part de ce besoin, c'est d'aller faire tout ce travail vraiment technique de collecte, de rangement. La problématique, c'est un rapport trop complexe. Et du coup, notre challenge à nous, et c'est pour ça qu'on travaille, c'est il y a des solutions, elles existent. Et nous, en fait, en fonction de ces solutions, on vient vous accompagner dans la mise en place pour que demain, vous-même, vous puissiez faire ça simplement. Alors j'imagine qu'il y a aussi des avantages financiers de s'installer ici. Quand on est jeune, et on a beau avoir des idées et avoir une capacité de travail qui est décuplée parce qu'on est porté par notre euphorie du jeune débutant, on a malgré tout besoin d'être accompagné. Donc être accompagné, c'est financièrement et être accompagné techniquement. Financièrement, aujourd'hui, je bénéficie de ce petit bureau, mais qui est facilement extensible, c'est-à-dire que quand je vais accueillir les premiers collaborateurs, on va pouvoir grossir. 300 €, c'est un loyer. Pour une entreprise, c'est une charge, mais qui se justifie pleinement. Et concrètement, avec tous les services que m'apporte la Créa, c'est quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. Plus un accompagnement de la pépinière. Une entreprise accompagnée a 3 fois moins de risques de se planter, pour faire simple. Donc quand on sait ça, on sait que faut pas hésiter à demander de l'aide. Et la Créa a répondu positivement, et donc on avance. Je pense qu'on s'inscrit dans une bonne dynamique ensemble. Je vous propose d'aller à la rencontre des fondateurs de la société Pacata, un site internet qui met à disposition toutes les informations et tous les bons plans utiles aux étudiants qui souhaitent organiser un long séjour à l'étranger. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous avez fondé la société Pacata il y a quelques mois, je crois, c'est une start-up, on peut dire ça? Tout à fait, on a créé la société en mars et donc le site a été lancé en mai. Alors concrètement, ce site internet, explique-nous comment ça marche. Bon, moi je suis plus étudiant, mais par exemple si je voulais organiser un long séjour à l'étranger, je vais sur ton site et j'ai toutes les infos. Tout à fait, en fait Pacata c'est un site de partage de conseils et de bons plans entre étudiants qui préparent leur séjour à l'étranger, que ce soit pour un stage ou un échange universitaire par exemple, et ça fonctionne pour toutes les destinations donc, à travers le monde. Il suffit d'entrer sa destination, les dates de son séjour et on arrive sur en fait, son espace personnel avec une liste de tâches, transport, logement, banque, assurance, bourse de mobilité. Dans chacune des rubriques, l'étudiant va pouvoir retrouver des conseils d'autres étudiants qui sont partis précédemment dans la même destination, des conseils pratiques. On insiste vraiment sur le côté utile, des statistiques par exemple, voilà, les quartiers recommandés par les étudiants et enfin bien sûr des solutions pour trouver concrètement son logement et ça fonctionne de la même façon finalement pour l'ensemble des rubriques, pour trouver ses bourses de mobilité, une assurance internationale, etc. etc. D'accord, donc ça fonctionne en partie grâce au partage d'informations. Tout à fait, on repose vraiment là-dessus puisqu'on considère que finalement les personnes les mieux informées ce sont les étudiants qui sont en ce moment sur place ou qui viennent de revenir et donc ils sont les mieux à même de partager les conseils les plus pertinents. L'idée vraiment derrière ça, c'était de se dire on va faire gagner du temps à l'étudiant dans la préparation de son séjour et on va lui éviter de rencontrer des problèmes parce qu'il a oublié de préparer certains aspects de son séjour, il a oublié de prendre une assurance, il a oublié de souscrire à telle bourse de mobilité auquel il pouvait avoir droit. L'idée c'est d'avoir tout en un seul endroit et de faciliter la préparation de séjour, le faire gagner du temps et d'éviter des tracas qui pourraient leur arriver qui ne sont pas forcément nécessaires à mener une expérience enrichissante à l'étranger. D'accord. Comment tu incites les gens à faire des retours d'expérience sur ton site? Alors aujourd'hui, on a déjà, donc depuis 5 mois, il y a déjà plus de 560 étudiants qui ont partagé leur expérience, leurs conseils. Et aujourd'hui, on a en fait très peu d'incitations. On passe beaucoup par les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, les universités. Ces écoles trouvent le site en général pertinent et le recommandent à leurs étudiants qui vont partir et notamment de temps en temps invitent les étudiants qui sont déjà partis à venir partager leur expérience sur le site. Et donc c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se fait très spontanément. On a la chance d'être dans une communauté qui a un vrai sentiment d'appartenance et un vrai désir de partager et d'échanger. Donc ça, c'est super pour nous ça. Et c'est un service gratuit? C'est un service gratuit pour les étudiants comme pour les écoles. On est là pour rendre service aux utilisateurs, aux étudiants.
Les étudiants et par extension aussi les gens qui veulent organiser un long voyage. Ça Tout peut à fait. s'appliquer à eux aussi. Ça marche aussi pour justement des jeunes diplômés qui veulent partir un an en Australie, au Canada et qui veulent faire un visa vacances-travail par exemple. Ça marche aussi pour, on a des étudiants qui sont inscrits, qui font un séjour linguistique ou même un séjour humanitaire. Il y a des informations que d'autres publics que les étudiants peuvent retrouver. En général, ça fonctionne bien pour un séjour d'une moyenne longue durée, justement à l'étranger. C'est pratique, on trouve toutes ces informations. Pourquoi Pakata? Alors Pakata, c'est un petit clin d'œil en fait, à mon premier échange universitaire que j'ai eu la chance de pouvoir faire en Finlande. Et en fait, c'est un mot finlandais, finnois, et qui signifie faire ses bagages, tout simplement. Très bien, merci Romain. Nous quittons les locaux de la société Pakata pour aller juste à côté, c'est aussi ça la proximité chez Saninopolis, dans la société Ingénieris. Je suis arrivé ici, alors pas par hasard, j'avais déjà créé ma société il y a environ 1 an et demi et j'ai exercé pendant plus de 20 ans le métier d'ingénieur système sur Paris et ici Limoilou. Alors vous avez une histoire assez intéressante, assez surprenante. Vous étiez à la Poste il y a quelques années. Il y a quelques années, effectivement, je travaillais à la Poste en tant que guichetier. J'ai fait également aussi un peu de conseil auprès de la clientèle et un peu de courrier, comme tout bon postier. Et un jour, vous avez mis un ordinateur entre les mains et ça a été le coup de foudre. Effectivement, un jour, le bureau de poste dans lequel je travaillais a été contacté donc, par la direction de Seine-Maritime pour installer un des premiers systèmes informatiques dans la Poste. Et il a fallu donc effectivement mettre tout en place. Et à cette époque, l'informatique dans les sociétés, c'était pas très développé. Il a donc fallu désigner quelques correspondants, faire des tests et ainsi de suite. Et je me suis pris au jeu et j'ai attrapé le virus. Et ensuite, je me suis lancé donc à mon compte donc, dans une première expérience dans une société qui s'appelait Formatique Création, sur laquelle je faisais de la formation, du développement. Et je reviens aujourd'hui effectivement avec un nouveau projet en tête. Ce projet, c'est sécuriser et rendre mobiles les données des entreprises. Expliquez un petit peu. Alors, expliquer, c'est vraiment simple et compliqué. Le bureau du salarié ne doit plus être un bureau fixe. Il peut être appelé à exécuter sa profession aussi bien dans un bureau qu'à l'extérieur, à l'hôtel, en déplacement. Donc, pouvoir accéder à son système d'information dans sa généralité est un besoin indispensable aujourd'hui pour une entreprise. Mais il faut aussi le faire de façon sécurisée. Il y a toute la partie, effectivement, contrôle des données, fuite de données, autorisation qu'il faut mettre en place. D'accord. Alors, pourquoi, selon vous, Saninopolis va vous permettre d'accomplir ce projet professionnel? Donc déjà, il nous offre les moyens donc, de nous installer à un coût raisonnable et également aussi d'échanger avec les différentes sociétés installées ici où on a tous nos propres problématiques. Le client de mon voisin d'à côté n'a pas les mêmes besoins que mes clients, mais on peut se regrouper et échanger et peut-être aussi permettre à une société d'avoir une réponse à une question qui ne se posait pas. Comment vous imaginez votre évolution ici? Est-ce que l'idée c'est de monter quelques étages dans l'hôtel d'entreprise après? Tout à fait. Le but d'Ingénieris, c'est de pouvoir donc, se développer, pas non plus de devenir une multinationale, mais de pouvoir accompagner les sociétés donc, de la région ou même un peu plus loin, de créer un petit peu d'emploi et de monter les étages, effectivement, de ne plus appartenir à la pépinière, même si c'est très bien la pépinière, on y est bien, on s'y sent bien. Juste pour vous signaler qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez faire l'intervention, la sauvegarde est très bonne. Merci, au revoir. Je vous propose maintenant de pénétrer dans les locaux de Bunker, une start-up qui risque de faire beaucoup de bruit. Son concept, un nouvel outil de création de présentation particulièrement innovant. Dans les grandes lignes, le concept de Bunker, c'est très simple. C'est un outil qui va vous permettre de créer facilement des présentations, connecter d'un côté toute une librairie de données que vous pouvez stocker très facilement dans la librairie qui est d'où le nom Bunker, et vous allez pouvoir les exploiter facilement dans un support de présentation qui ressemble à tout support de présentation qu'on connaît actuellement, donc un éditeur où vous allez pouvoir ensuite exporter dans un format HTML5 qui vous permettra de le lire sur tout type de support, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable. On est sollicité tous les jours par du contenu, on en stocke un peu partout et on s'est dit que l'innovation elle se situait dans l'exploitation de ces données-là. Parce que finalement c'est bien d'avoir des contenus et des datas, c'est encore mieux d'en faire quelque chose. Nous, notre cible aujourd'hui, c'est les gens qui font beaucoup de présentations tous les jours et la valeur ajoutée de Bunker, c'est gagner du temps. L'autre valeur ajoutée, c'est collaborer, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on se rend compte qu'une présentation, c'est souvent
l'assemblage de plusieurs cerveaux. Donc on va chercher des données en fonction des experts. Donc l'idée c'est d'assembler tout ça dans le bunker et qu'une seule et même personne pourra faire la présentation finale. L'idée est bien évidemment aussi de collaborer sur tout ça et de fonctionner sur une logique transversale sur les devices pour pouvoir récupérer facilement son support final et pas avoir ce problème qu'on a tous rencontré d'envoi de fichiers extrêmement lourds qu'on ne peut pas envoyer dans un email, qu'il faut utiliser des applications tierces pour envoyer son fichier. On va simplement, en envoyant l'URL de la présentation, pouvoir la partager à n'importe qui, par SMS, par email ou autre. Ça, c'est déjà opérationnel, ça fait 5 mois qu'on est lancé. On a déjà 35 000 utilisateurs sur la plateforme. L'étape suivante, c'est d'optimiser toujours plus cette création de présentation. Donc l'optimiser, ça va être aussi l'automatiser pour pouvoir justement permettre aux gens de gagner encore plus de temps et de collaborer encore plus vite. Pourquoi Saninopolis? Pour nous, c'était une évidence. Il y a un gros projet qui se crée autour de ce bâtiment. Il y a une dynamique qui naît assez naturellement. On ne pouvait plus travailler depuis notre appart, ça devenait trop petit, on poussait les murs. Donc l'étape suivante, c'était où on va, quels sont les locaux. Quand on voit le projet qui s'est créé autour de Saninopolis, autour des acteurs, de l'innovation et du numérique, pour nous c'est aussi un appel d'air au développement de l'écosystème. Et qui dit développement de l'écosystème dit développement des entreprises de l'écosystème. Donc c'était important de faire partie du projet, d'être ici, de dynamiser pourquoi pas ce qui se fait ici. Et surtout d'essayer de créer des synergies avec d'autres entreprises parce qu'on a tous les mêmes problématiques, on a tous les mêmes besoins, les mêmes envies et des fois juste en échangeant autour d'un café ça nous permet de résoudre des problèmes qu'on a au quotidien en quelques secondes. Donc c'est aussi l'objectif de Saninopolis. C'est encore que le début, il n'y a pas toutes les entreprises qui ont intégré Saninopolis, donc on attend avec impatience l'arrivée de tout le monde et que les locaux soient pleins pour échanger encore plus rapidement. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques relatives à Saninopolis. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.